femmes et des hommes. Notre mission, c'est continuer durablement la promotion économique et sociale des micro-entreprises. Umecto, c'est 8 mutuelles reparties sur le territoire national. Umecto Niveme et Umecto Finance Kori à Lomé. Umecto Yaïra dans le Zion. Umecto Tabibo-Ville dans le Yoto. Kekili dans Vaud et Lac. Tibi dans la centrale. Danyim dans la Kara et Dendan dans les savanes. Umecto, c'est un personnel dynamique, compétent, généreux au service d'une vision, celle de demeurer une IMF socialement responsable, financièrement viable et leader dans l'offre de services à ses clients. Nous sommes à votre disposition pour les produits d'épargne, transfert d'argent, crédit personnalisé avec des taux d'intérêt abordables et un délai de traitement raccourci, sans oublier que pour plus d'efficacité, notre orientation est axée sur le digital. Pour plus d'informations, composez le 22 22 59 13 ou le 90 35 05 33 ou encore rendez-vous sur www.umecto.tg ou sur Facebook et Twitter. Umecto, votre partenaire pour la vie. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours sur la fréquence magique, la 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, merci beaucoup à vous. Tu es aussi là dans l'été pour la première partie consacrée à l'actualité. Comme annoncé au sommaire ce matin, nous allons nous intéresser un tout petit peu sur la vie politique au Togo. Pour certains, nous sommes dans un statu quo après les résultats des élections législatives et régionales du 29 avril dernier. Après la promulgation la nouvelle constitution, le 6 mai dernier, la démission de l'actuel Premier ministre de l'ensemble de son gouvernement le 21 mai. Beaucoup de Togolais se demandent où en est-on concrètement, pourquoi les nouvelles institutions peinent-elles à se mettre en place. Des dispositions transitoires vont durer 12 mois. Aujourd'hui, le Togo est sans gouvernement, si on peut le dire, bien plus de mois. Que se passe-t-il réellement? Pour en parler, nous avons M. Kankan Malik Nachaba, délégué national du mouvement des jeunes unis MJU, qui est avec nous ce matin. M. Malik Nachaba, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à l'ensemble des auditeurs et des auditrices. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous ce matin. Merci beaucoup, merci de l'invitation et je suis très heureux aussi de pouvoir échanger avec vous sur les thématiques que vous avez abordées. Ok, comment va le mouvement des jeunes pour unir? Nous rendons grâce à Dieu, le mouvement des jeunes se porte bien. Nous conservons la fièvre de la période pour continuer les actions sur le terrain. Vous fêtez toujours votre victoire? Bien maintenant, c'est l'heure au travail. Dès le lendemain, sinon le jour de l'élection, nous sommes remis au travail parce que en réalité, c'est une responsabilité qui a été portée au niveau du mouvement des jeunes et au niveau du parti en général. Okay. Vous êtes le président des jeunes de UNI, mais aussi, pourquoi pas des jeunes du Togo, parce que vous-même vous êtes jeune. Entre-temps, cette polémique-là a fait beaucoup quand même parler d'elle. L'intervention du chef de l'État sur la jeunesse. On avait dit qu'il avait insulté la jeunesse lors de son séjour en Corée du Sud au niveau du MJU. Quand vous avez compris ce message du chef de l'État? Merci bien. Nous avons eu à nous exprimer sur ce message que nous avons salué. Dans la mesure où c'est un appel à plus de responsabilité. Un appel à plus de conscience dans les actions que nous menons, et en particulier en tant que jeunes. Pourquoi? Parce que dans le développement que son Excellence M. Forest Ozimilania Singbe a fait, il a démontré que la force vive qui était le plus ciblée, que ce soit en victime ou que ce soit en recrue par les forces qui nous attaquent, c'est surtout les jeunes. Et donc, il a considéré, à juste titre, à notre avis, qu'il fallait conscientiser ces jeunes-là. Et donc, les inviter à faire toujours et constamment et continuer à faire preuve d'une certaine responsabilité face à ces dangers-là qui nous guettent tous. Donc, et je pense que insulte à la jeunesse, parce qu'il a dit dans ma région, de ma sous-région ouest-africaine, j'ai une jeunesse qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas. Ce n'est pas une insulte, comme je l'ai dit, c'est un appel à la responsabilité et à prendre en compte la réalité de cette
pression multiforme que fait peser les questions sécuritaires sur nos jeunes. Ça fait peser des pressions en termes de ressources, parce que ce n'est pas évident. Parfois, on voit arriver des personnes qui viennent de nulle part avec des moyens, des motos, qui essayent de vous retourner le cerveau contre votre propre pays. Et donc, il faut avoir une certaine responsabilité, une certaine force mentale. C'est à cela qu'il a appelé. Et il ne faut pas oublier que là où le discours a été prononcé est un centre qui est dédié à cela, à former les jeunes au renforcement de leur mental, pour faire face justement pour faire face aux conditions difficiles qu'on peut rencontrer dans la vie, quelle que soit la région où on se trouve d'ailleurs. Donc je pense que c'est un appel de prise de conscience de la jeunesse. C'est un appel à la continuité de la prise de conscience de la jeunesse. Et je pense qu'il faut l'entendre et travailler avec cela. Ok. Monsieur Malik Nachaba, c'est vrai que les Togolais aujourd'hui disent être dans un statu quo total après les élections législatives régionales du 29 avril, la promulgation de la nouvelle constitution de la République, et ce vendredi on va boucler la première session avec la prise de parole du nouveau président de l'Assemblée nationale, le député DJ Kojo au Perchoir. Est synonyme du départ des ministres qui sont députés jusque-là dans le bureau de l'Assemblée nationale, M. Malik Nachaba? Merci. Je voudrais saisir cette opportunité, puisque vous me posez la question, pour féliciter l'ensemble des membres du bureau, à commencer par le président Adidje, pour son élection et pour avoir su, tout l'ensemble du bureau, mériter la confiance de leurs collègues qui les ont portés à ces postes qui sont importants. Et pour s'agissant en particulier des ministres, quand il y a des questions comme celle-là, il faut regarder la situation dans laquelle nous sommes d'un point de vue juridique. Les ministres font partie d'un gouvernement qui a déjà présenté sa démission. Cela n'échappe à personne. J'avoue que en y réfléchissant, je ne sais pas quel type d'acte ils peuvent poser individuellement encore pour qu'on comprenne que ils sont dans une situation de démission et d'expédition des affaires courantes. Donc la question ne se pose pas d'un point de vue juridique. Leur démission est déjà posée. Les affaires courantes sont en train d'être suivies, probablement et certainement par les équipes administratives des différents ministères. Et donc, dès lors qu'un gouvernement sera mis en place, les choses se feront assez naturellement. Donc, dans certains pays même, on organise cela en donnant une période pour que, quand on a une situation comme celle-là, on a une période pour se conformer à la règle de non-cumul. Donc, on se rappelle, quand le gouvernement sénégalais a été mis en place, il a été demandé à ceux qui avaient d'autres mandats dans le mois qui suivait de pouvoir choisir l'un ou l'autre. Donc cela se fera très naturellement. Donc, sans aucun problème. On n'aura pas des ministres députés. Les tests ne le permettent pas. Donc c'est quelque chose qui ne doit se faire conformément aux tests. Donc les tests ne permettent pas cette modalité. Ceci d'autant plus que les députés sont censés exercer le contrôle sur l'activité gouvernementale. Donc ça ne serait pas très cohérent. Ok, justement, vous l'avez dit, aujourd'hui ces ministres-là expédient les affaires courantes. Ça fait déjà plus de mois, parce que c'est le 21 mai dernier que la démission du Premier ministre a été actée et celle de son gouvernement. Ils sont encore députés, comme vous venez de l'expliquer, mais par rapport à la composition du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, pour certains 13 membres de couleur bleue, 100% unis, pourquoi unir est-il encore gourmand jusqu'à ce point? Comme la composition du bureau reflète la composition de l'Assemblée nationale. Et les forces qui sont présentes à l'Assemblée nationale, il y a le Parti uni, mais il y a aussi d'autres forces politiques, avaient la latitude de se positionner. Et je pense que le jeu démocratique, la loi du nombre, puisque c'est cela le jeu démocratique, la loi du nombre a joué, et donc Unir a su remporter ces sièges-là. Je pense que c'est quelque chose d'assez logique. Tout le monde s'y attendait. Et maintenant, en termes de variété dans le cadre du bureau, par le passé,
quand il y a eu de telles situations, les autres groupes politiques ont été représentés dans le bureau. Je n'étais pas dans la salle quand les choses se sont passées, mais les questions de candidature sont des questions de volonté des uns et des autres qu'il faut respecter, effectivement. Donc, les candidats qui ont été présentés, les députés ont voté pour ces candidats-là, et donc c'est ce qui a reflété le bureau que nous avons devant nous. Est-ce que ça arrange le parti unir prendre tout? C'est vrai que vous avez gagné, mais se retrouver tous dans le même bureau sans aucune autre formation politique, est-ce que ça vous rend fier? Le travail parlementaire est beaucoup plus large que la responsabilité du bureau. Quand on connaît le travail parlementaire, il y a des commissions techniques qui se mettront en place, il y a des échanges qui vont se faire. D'ailleurs, je prends pour preuve la commission, et je pense que vous avez reçu ici certains membres de forces politiques qui sont à l'Assemblée, qui ont pu témoigner que dans le cadre du travail sur le règlement intérieur, il y a eu des discussions, quand bien même ils n'étaient pas en nombre comme les députés du Parti Unir, il y a eu des discussions parfois constructives, parfois difficiles, mais des discussions. Donc, cela n'empêche pas le travail parlementaire. Le travail parlementaire est un travail inclusif, participatif, dans lequel, quand quelqu'un sollicite la parole, qu'il soit membre du bureau ou pas d'ailleurs, il l'aura pour pouvoir exprimer son point de vue, peser sur les décisions. Donc, je n'ai pas de doute sur le fait que cela induira un travail participatif dans le cadre de l'Assemblée nationale. Ok. Aujourd'hui, pour certains Togolais, nous sommes dans un statu quo, nous sommes dans un vide, tout est à terre, rien ne marche parce qu'on n'a pas de gouvernement officiellement. On nous parle, est-ce que vous pensez que c'est statu quo, tout ce qui se passe depuis la proclamation des résultats définitifs des élections législatives régionales du 29 avril dernier? Plusieurs personnes peuvent constater que ce n'est pas exactement ce qu'on appelle un statu quo. Un statu quo, c'est quand les actes ne sont pas pris et quand les décisions ne sont pas prises. Il y a eu la démission du gouvernement, c'est un acte qui marque une étape, c'est-à-dire une fin effective d'un gouvernement qui a été rattaché à l'ancienne législature. C'est un acte, c'est un pas vers un nouveau gouvernement, parce qu'il faut la démission d'un gouvernement pour nommer un nouveau gouvernement. Ensuite, il y a eu la session de droit de l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a eu les discussions pour le règlement intérieur. Ensuite encore, il y a eu l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, j'ai vu passer un courrier de clôture de la première session de l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que il y a dans le cycle que nous avons, et je ne parle même pas du fait que les conseillers régionaux ont eu une première rencontre avec le ministre de l'administration territoriale. Le ministre de l'administration territoriale a également saisi les préfets à des fins de constitution de la liste électorale pour l'élection des sénateurs. Donc, les étapes préparatoires sont en cours. Peut-être que les personnes qui parlent de statu quo ne mettent pas en valeur ces étapes préparatoires, mais qui sont tout autant des étapes importantes, parce qu'on ne se lève pas un jour pour dire on va faire une élection des sénateurs. Il faut constituer une liste, il faut vérifier que les cartes sont bien celles qu'il faut sur les cartes d'électeurs, puisque c'est les cartes d'électeurs qu'on a utilisées qu'il faut vérifier. Il faut organiser concrètement ce vote, il faut qu'il y ait des candidatures, etc., etc. Donc ce processus va se faire et nous avançons, j'allais dire chaque jour qui passe, dans le cadre de l'installation des institutions. Et certainement que avec le cycle dans lequel nous sommes, il y aura la désignation du Premier ministre pour pouvoir continuer et surtout s'atteler de manière opérationnelle à la mise en place des institutions. Donc éminemment, on aura un nouveau Premier ministre qui va faire 12 mois, parce qu'on nous parle des mesures transitoires de 12 mois pour l'application effective de la nouvelle constitution. Alors, les 12 mois, l'article 95, je pense qu'il faut le rappeler à nos concitoyens, c'est un délai maximum. Cela peut être moins, donc, si les actions avancent suffisamment. Donc, cela peut être moins, mais c'est un délai maximum. Je ne dis pas que ça sera moins, mais je dis que cela peut l'être. Donc, il faut être précis à ce niveau-là. Et ensuite,
la mise en place d'un gouvernement, parce que quand on décompte le délai, je pense que tout le monde le fait. Si on est parti depuis mai dernier, on n'est plus à 12 mois, je pense. Je pense qu'en comptant... le repère, c'est où? Est-ce que c'est la date de démission du Premier ministre ou bien les 12 mois? Non, la Constitution est très claire. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à chercher de repères. C'est à partir de la date de promulgation de la Constitution. Donc le 6 mai. Le 6 mai. Donc il n'y a pas il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là, il n'y a pas d'interprétation à ce niveau. Donc la date de promulgation est connue et fait courir le délai prescrit par la Constitution pour la mise en place des institutions, donc qui est de 12 mois. Donc à partir de là, la mise en place d'un gouvernement qui est une prérogative naturelle et cohérente du chef de l'État sera mise en œuvre, et donc un Premier ministre sera nommé, un nouveau gouvernement mis en place, avec certainement au cœur de sa mission la poursuite et la mise en place des institutions de la 5e République, et également la poursuite des actions prévues dans le cadre de la feuille de route gouvernementale, parce que pendant que ces institutions sont en train d'être installées, la feuille de route gouvernementale poursuit aussi sa mise en œuvre. Donc si on comprend bien, il a sa place, le Premier ministre, dans la nouvelle constitution là. Pour certains, on ne parle plus de Premier ministre dans un gouvernement de régime parlementaire. Donc aujourd'hui, M. Malik Nachaba, le Togo aura bel et bien un Premier ministre prochainement. Le Togo aura un Premier ministre dès lors que, il faut bien comprendre que l'article 95 indique que les institutions, les principales institutions, il y en a d'autres, les principales institutions, le président du Conseil et le président de la République, le président du Conseil des ministres et le président de la République font partie de ces institutions-là pour lesquelles on a 12 mois. Dans la période entre le moment de la promulgation et la fin de ces 12 mois, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les institutions issues de la précédente constitution continuent à être opérationnelles, si je puis dire, pour être le plus simple possible. Et donc, parmi ces institutions-là, il y a un Premier ministre qui va être nommé par le président de la République pour pouvoir justement conduire les actions. Et la constitution, grâce à la sagesse du législateur, a prévu que les actes seront pris en Conseil des ministres avec des actes seront pris en Conseil des ministres pour parachever l'installation des institutions, c'est-à-dire des ordonnances ou des actes juridiques qui seront pris, et pour ça il faut un gouvernement, parce que à défaut, ça serait des actes qui sont pris par un groupe de personnes qui n'ont pas cette force juridique-là. Et ils ont cette force juridique aujourd'hui. Par rapport à ces institutions qui vont subir de profondes mutations, est-ce qu'on peut les citer une à une? Parce que pour certains, on a cité la Plucia, on a cité même la justice, on a cité la Cour constitutionnelle. Quelles sont ces institutions-là qui vont subir de profondes mutations avec la 5e République? Alors, il y a la Cour constitutionnelle, évidemment. Il y a le Sénat qui va être mis en place. Il y a la Cour constitutionnelle qui va être, disons, renforcée dans des modalités d'autonomie. Par exemple, le mandat sera unique. C'est ce qui est prévu dans la Constitution. Aussi, il y aura plus de diversité avec les universitaires, les avocats qui sont présents aujourd'hui déjà, mais cette diversité sera renforcée. Ensuite, il y aura la haute autorité de la régulation de la communication écrite, etc. Donc la HAC va changer de nom pour prendre une dimension un peu plus large, pour pouvoir justement couvrir, on le voit bien, la communication aujourd'hui, ce n'est pas seulement les radios ou les télévisions, parfois c'est même beaucoup plus d'autres médias qui, dans le même temps, communiquent énormément et pour lesquels il faut une institution qui soit capable de contrôler. Ensuite, on a le Conseil économique et social, qui n'est pas opérationnel aujourd'hui, mais qui a une vocation, à mettre sur la table des sujets de débat pour notre avenir commun. On peut se demander quelle est l'importance, mais le Conseil économique et social, par exemple, ça peut être des sujets sur la démographie, sur le potentiel démographique de notre pays. C'est prévu par l'ancienne Constitution, quand même. C'est prévu par l'ancienne Constitution, mais ça a été réaffirmé dans cette Constitution. Et je pense que c'est important de le dire dans la mesure où on a l'impression que on met
souvent en avant le fait que la Constitution a servi uniquement à renforcer les acteurs politiques, mais ça sert aussi à avoir des cadres de dialogue plus importants. Il y a la haute autorité de la transparence qui va remplacer la Plucia, qui va avoir un champ plus large, et notamment avec la nécessité maintenant de faire une déclaration de patrimoine et d'intérêt. Avant, on était sur la déclaration de biens, qui est à peu près la déclaration de patrimoine, mais avec la déclaration d'intérêt qui se fait de plus en plus, c'est par exemple quand on doit être nommé dans un secteur, c'est déclarer tous les intérêts qu'on a dans ce secteur-là. Ce qui peut arriver dans la mesure où on a une vie professionnelle avant, on peut avoir rencontré du secteur avant et on doit vous nommer dans ce secteur. Donc la déclaration d'intérêt permet de mettre tout le monde à l'aise, de savoir que vous êtes déjà quelqu'un qui est connu dans ce secteur pour éviter justement des conflits d'intérêts. Voilà. Et ensuite, il y a la Commission nationale des droits de l'homme qui ne va pas changer. Donc voilà les principales institutions. Et additionnellement... Et la justice elle-même, j'allais y venir. Donc additionnellement, on va avoir le Conseil supérieur de la magistrature, bien sûr, qui est renforcé et qui existait déjà. Mais on va avoir surtout la création de la Cour de cassation qui va remplacer la Cour suprême pour l'ordre judiciaire, c'est-à-dire, vous savez, on a les juridictions civiles, les juridictions de l'ordre privé qui jugent les affaires entre vous et moi, entre les citoyens, si je puis dire, et les juridictions qui jugent les affaires que nous pouvons avoir avec les administrations. Quand par exemple il y a eu la Covid et que l'administration a pris des actes pour interdire l'accès de bâtiments, on a attaqué cette décision-là devant la chambre administrative de la Cour suprême. Et demain, il y aura un Conseil d'État qui sera la juridiction la plus élevée de l'ordre administratif pour pouvoir trancher ce type de problème. Ça évite que nous ayons une administration aussi qui soit trop puissante et pour éviter ce qu'on appelle les abus de pouvoir par la réglementation. Parfois, on prend des réglementations dans l'intérêt général, mais la manière de l'appliquer peut ne pas être suffisamment de nature à garantir les droits des uns et des autres, ou de nature à le faire dans une certaine équité, puisque c'est ce que la République demande. Donc, dans l'ordre judiciaire, dans les juridictions, il y aura cette Cour de cassation pour l'ordre, pour le privé, pour le droit privé, si je puis dire, et le Conseil d'État pour l'ordre administratif. Et donc, cela va renforcer notre ordre judiciaire et le rendre en quelque sorte plus efficace. Ok, intéressons-nous à la HAC parce que c'est notre institution mère. C'est vrai qu'entre-temps, l'Assemblée nationale a élu au moins les 6 membres, mais jusque-là, ils n'ont pas pris fonction. Les 3 qui seront nommés par le chef de l'État ne sont pas encore nommés. Est-ce que tous ces-là seront faits avant la nouvelle HAC qui sera mise sur le pied? Avant la nouvelle institution? Oui, nouvelle institution. Je n'ai pas le calendrier exact qui va être suivi pour la mise en œuvre. Ce que je sais, c'est que la Constitution prévoit une haute autorité de la régulation qui peut être celle qui va remplacer la HAC. Donc, certainement que ces nominations-là se feront au moment où on devra installer à la limite les nouvelles institutions ou pourront accompagner la mise en place pour faire œuvre de ration, pour être un peu, pour rationaliser tout le processus, parce que l'idée c'est aussi cela, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir un processus rationnel qui puisse nous permettre d'aller vers ces institutions. Le plus attendu aussi, c'est la nomination du président du Conseil, M. Malik Nachaba. Les Togolais se demandent à quand cette nomination? La nomination du président du Conseil, comme la Constitution l'a dit, la première désignation, on va parler de désignation, ce n'est pas une nomination, et la première désignation du président du Conseil et la première élection du président de la République interviennent une fois que les 2 chambres sont installées. Donc aujourd'hui, nous avons une chambre qui est installée, opérationnelle, fonctionnelle, dont vous avez parlé. On a une deuxième chambre, le Sénat, qui est en cours de processus d'élection et de nomination. Donc dès que ces 2 chambres seront installées, on aura la possibilité d'avoir la désignation du président du Conseil. On connaît la procédure. Le parti majoritaire va indiquer la personne qu'ils estiment devoir occuper ce poste. Et l'Assemblée nationale va en prendre acte et va l'annoncer en tant que personne désignée pour occuper le poste de président du Conseil. Et dans le même temps, le processus pour l'élection du président de la République va se faire avec les 2 chambres réunies, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et pour le bon nombre de Togolais, le chef de l'État, on le voit déjà dans ce fauteuil du président du Conseil. Est-ce que ça peut être le contraire selon vous?
il est le candidat naturel. Il est le candidat naturel. Et comme la Constitution était très claire, et je pense que c'est un exercice de transparence, hein, on sait qui occupera cette fonction-là avant même que nous allions aux élections. Je pense que c'est tout à fait normal. Ok. Le nombre de députés aujourd'hui est prévu à 113 et après les élections, on a vu que la rentrée est effective, 108 pour vous unir, 5 pour l'opposition parlementaire. Mais 2 leaders de l'opposition manquent toujours à l'appel. On fait allusion à Maître Apévan d'FDR, Jean-Pierre Fabre de l'ANC, et disent clairement qu'ils ne vont pas siéger. Que faire en ce moment pour avoir le nombre complet, M. Malik? Là, les tests prévoient les modalités pratiques pour ce genre de cas, parce que il peut bien entendu y avoir des démissions, il peut y avoir, on ne le souhaite pas, mais des cas de décès, comme il y a eu par le passé, il y a des situations qui peuvent arriver, les tests ont prévu. Donc il faudra constater après une saisine officielle, je ne sais pas si cela a été fait, parce que je ne suis pas au niveau du président, parce que c'est maintenant qu'on a un président élu, donc il faut suivre la procédure, il faut un courrier, le président doit constater la saisine avec son bureau, il va le transmettre, il va saisir la Cour constitutionnelle pour que cette vacance-là soit constatée. Et la Cour constitutionnelle donnera les modalités pratiques de ce qui sera fait pour pouvoir compléter les nombres des députés, pour que les 113 députés, puisque la loi prévoit 113 députés, pour que le travail soit fait conformément à ce que la loi prévoit. Au niveau de l'UNIR, comment vous avez aperçu ce refus de ces 2 leaders de l'opposition de siéger à l'Assemblée? Ils brandissent la nouvelle constitution qui a été quand même un coup de force, le déroulement des élections, un véritable chaos total. Au niveau de l'UNIR, vous avez écouté leurs arguments? Forcément, on les entend. On les entend, ne serait-ce que parce que c'est chacun dans un système démocratique exprime son opinion, donc cela s'entend. Et nous avons la conviction qu'il faut toujours saisir les opportunités de servir notre pays. Et ces opportunités peuvent nous paraître parfois insatisfaisantes, comme certains ont pu le dire, mais il faut toujours saisir ces opportunités. Et nous sommes convaincus que c'est à travers ce service, ce sacerdoce de l'État, qu'on apporte de la valeur ajoutée que les citoyens attendent. Ça, c'est notre conviction, et c'est pour cela que parfois il y a des écarts de compréhension et d'attitude entre les uns et nous. Nous sommes toujours dans cette dynamique de servir l'intérêt général des populations togolaises. Donc aujourd'hui, vous avez de la foi qu'ils peuvent revenir si les choses marchent bien pour la construction du pays, comme vous le dites? Il n'y a rien qui l'empêche. Il n'y a rien qui l'empêche, et la dynamique de construction du pays est une dynamique collective dans laquelle nous sommes engagés depuis fort longtemps et dans laquelle nous sommes prêts à continuer les échanges dans le cadre parlementaire d'ailleurs, ou hors du cadre parlementaire, comme cela s'est fait avec les différents cadres politiques qui ont été mis en place. Cela n'empêchera pas, et ce travail, qui est un travail collectif de construction du pays, se fera avec les uns et les autres. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec M. Kankan Malik Nachaba, délégué national du mouvement des jeunes Union pour la République MJUI. Avec lui, nous décortiquons l'actualité politique de notre pays, et ces actualités qui sont relatives aujourd'hui aux mesures transitoires après les élections législatives et régionales du 29 avril dernier. Monsieur Malik, il se susurre qu'on pourrait aussi passer la dissolution de l'actuelle Assemblée nationale. C'est des rumeurs. J'avoue que je ne suis pas informé ni de cette rumeur, ni de cette éventualité. Je n'en suis pas informé. Ok, donc c'est des rumeurs. Je n'en suis pas informé. Je n'en suis pas informé. Aujourd'hui, avec cette victoire, c'est un nouveau challenge qui s'ouvre pour vous au niveau du Parti uni. C'est vrai que vous avez la majorité des conseils régionaux, des députés. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Ce qui va changer, c'est d'abord le type même de système politique, comme on l'a vu, avec un système politique parlementaire,
il y aura moins de centralité du pouvoir autour d'une seule institution, la présidence de la République, et plus de répartition du pouvoir à travers plusieurs institutions, avec notamment un positionnement du Parlement au cœur de notre dispositif politique. Donc forcément, plus de reddition des comptes, parce que le gouvernement sera une émanation plus directe de l'Assemblée nationale. Le président du Conseil sera désigné même au sein de cette Assemblée nationale-là. C'est-à-dire c'est l'Assemblée nationale qui va constater qu'il est président du Conseil. Et l'élection du président de la République se fera avec les deux chambres réunies. Donc il y a une plus grande reddition des comptes, une plus grande force du Parlement. Et aussi, nous avons foi que cela amène une certaine proximité pour les populations. Au lieu d'être là et d'avoir une élection qui est directe, qui est censée être directe, mais qui est pour un responsable qui est un peu éloigné des uns et des autres, on voterait pour des élus qui sont plus pour la proximité. Je connais la permanence d'un député normalement. Parfois même je connais sa maison, parfois c'est mon voisin, et je peux en quelque sorte avoir plus de liens avec lui, mais en sachant que c'est lui qui va désigner. Pour certains, vous avez privé les Togolais de grand droit, celui de choisir son président. La réalité, c'est que ça peut paraître comme un raccourci, à mon avis, parce que ce n'est pas le suffrage direct qui est le seul lien pour avoir ce droit-là de choisir son président. D'autres pays l'ont expérimenté, je ne veux pas les citer, mais encore une fois, nous avons des cas où on a ce suffrage universel direct-là, avec des taux de participation qui sont relativement bas, et qui finalement, au bout du compte, quand on déduit entre les non-participants, entre les ceux qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, les non-engagés, etc., le nombre de personnes qui ont voté pour la personne qui est élue est relativement faible, justement à cause de cette distance-là. C'est-à-dire que cette personne n'a pas ce mouvement populaire derrière lui, mais en même temps, il concentre en lui tous les pouvoirs. Et donc, c'est à cela que le système parlementaire permet. Donc, vous serez plus proche des populations avec ce nouveau c'est une obligation. Le système est fait de cette façon-là. C'est-à-dire que le fait d'aller à une élection pour élire son député et de savoir que son député est là pour élire les premiers responsables est quelque chose qui crée automatiquement plus de proximité, parce que on sait que c'est là où ça se joue en fait, dans la proximité, et avec les élus locaux qui vont continuer leur travail. C'est important parce que quand nous voyons l'architecture et l'organisation de nos pays, nous avons parfois plusieurs niveaux de lecture. Nous avons des niveaux qui sont purement territoriaux, où nous avons des contraintes territoriales assez fortes, mais qu'on n'arrive pas forcément à traiter à un niveau national. On le voit parce qu'il y a une grande diversité, il y a des grandes préoccupations qui sont ici mais qui ne sont pas ailleurs, etc., etc. Donc il y a vraiment besoin de cette décentralisation-là qui est un atout, même s'il y a des défis et des challenges. Et donc ça, c'est quelque chose d'important sur lequel il faut travailler. Il y a plusieurs années, vous étiez aux affaires, vous avez quand même la possibilité de changer les choses. Mais M. Malik Nachaba, ailleurs, le président du Conseil est choisi parmi les députés. Mais aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas peut-être pour le chef de l'État. Ça sème aussi de la confusion dans l'esprit des Togolais qui se disent que bon, si vous vous inspirez de cette démocratie allemande ou ailleurs, italienne, pourquoi ne pas aussi finir les choses de la bonne manière? Ce qui est dit ici, c'est que c'est le leader du parti majoritaire. Il n'est pas exclu que ce leader-là, demain, soit quelqu'un qui est élu et qui conduise une liste. La différence avec les pays que vous citez, c'est qu'on n'a pas de liste, il n'y a pas de liste nationale, en quelque sorte. On a des circonscriptions électorales où chacun conduit des listes. Et je pense que aujourd'hui, le leader du parti n'est peut-être pas élu en tant que tel, au niveau n'est pas dans ce cycle-là, mais la Constitution n'interdit pas que demain le leader soit lui-même dans une position éligible ou dans le cadre d'une élection. Et du reste, j'avoue que vu le nombre de députés du Parti UNIR, je ne pense pas que ce soit une grande difficulté. Donc c'est déjà une activité.
ce soit une grande difficulté pour le parti UNID que son leader soit élu aujourd'hui. Madame, monsieur, nous marquons la pause et nous revenons avec le délégué national du mouvement des jeunes UNID, monsieur Kankan Malik Natchaba, et aussi vos réactions téléphoniques via le 92 02 80 63 99 70 70 90. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Chérie, tout à l'heure là je viens de t'appeler et puis le foutu est déjà prêt. Mais toi là tu n'es pas à la mode. C'est la machine à foufou mix qui tourne. La réduction de 100 000 francs CFA sur tous les foufou mix se poursuit. Du 24 juin au 6 juillet 2024, prépayez votre foufou mix et économisez 100 000 francs CFA pour une livraison au mois d'octobre, le mois du consommé local. Facilitez-vous la vie avec Foufou Mix, une entreprise citoyenne à votre service. Infoline 90 78 72 30, 90 78 72 30 ou 97 55 28 28, 97 55 28 28. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Nous connectons les uns aux autres un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canalbox. Niao? Comment ça? Canalbox est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Au CMR, sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique Canalbox, hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canalbox sont gratuites. Gratuite? Comment, ma? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canalbox. Appelle vite Canalbox au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canalbox. Vive l'internet illimité. Les moustiques tuent. Les cafards et les termites sont de vrais casse-tête. Voulez-vous être en bonne santé et vivre sereinement chez vous? Vite, trouvez l'insecticide Fatala. Pour tous vos dérangements liés aux insectes, moustiques, cafards, mouches et termites, l'insecticide Fatala est votre solution. L'insecticide Fatala se trouve au Grand Marché de Lomé et dans toutes les surfaces de vente. Vous y trouverez l'insecticide Fatala en aérosol et en spirale. Insecticide Fatala, l'allié de votre épanouissement. Ici La Voix, la maison des secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h sur 24 sur le canal 99. Psst, on a un secret. Pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Sensuel, doux et bio. Le savon noir bio du Maroc est le produit idéal pour donner beauté et pureté à votre peau. Nourrit la peau en profondeur et lui donne un éclat merveilleux. Utilisé avec son lait corporel Beldi, votre peau est protégée contre les rides et les vergetures. Les taches disparaissent, votre peau se rajeunit et le teint est unifié.
Le savon noir bio du Maroc est désormais disponible en sachet de 400 grammes et en pot de 500 grammes. Pour votre bonheur et totale satisfaction, nous avons ajouté de nouveaux produits, à savoir le savon visage propre à base de soufre pour éliminer les boutons au visage, l'excès de sébum et les démangeaisons cutanées. Les produits à base de Nila bleu, poudre de Nila bleu, savon noir à base de Nila bleu et son lait corporel et le gommage à base de Nila bleu. L'eau de rose naturelle pour le corps et le visage. Les huiles végétales cosmétiques pour la peau et les cheveux. Les gants de crin et des gommages pour vous aider à vous débarrasser des taches rebelles sur la peau. Nos produits portent toujours la griffe ED sur les étiquettes et sont disponibles dans les pharmacies et boutiques partenaires. Pour tout achat en gros, contactez Émergence Divine au 90 13 67 49 ou au 97 94 08 65. Savon noir bio du Maroc, le choix qui vous transforme. Hé chérie, tu sais quoi? Ce soir, je te propose quelque chose de spécial. Oh, je suis curieuse. Qu'as-tu en tête? Jama, une bière de tradition allemande brassée avec passion au cœur du Togo. Jama, ça sonne intéressant. C'est bien plus que ça. Jama, c'est une expérience sensorielle. Chaque gorgée te transporte dans un voyage gustatif unique. Ça donne envie. Mais pourquoi Jama en particulier? Parce que avec Jama, c'est simple. C'est l'essence même du plaisir, de la passion, de la tradition. Toi, tu sais comment me convaincre. Alors ce soir, ce sera Jama. Jama ce soir et à chaque soir où nous voulons goûter à l'authenticité et à la joie de vivre. Alors, levons nos verres à Jama. À nous et à tous ces moments inoubliables qui nous attendent. 31e numéro de Dagan Magazine est déjà dans les kiosques avec à la une Pauline Essivi Amouzou, sage-femme diplômée d'État, assistante des affaires médicales et des soins à la clinique Biassa. Elle affirme que la discipline est mère du succès. Ebere, Belelena do alo Belelena noiri et Nanan Djene Djinami à travers une interview exclusive à Dagan Magazine. Ce nouveau numéro est un spécial clinique Biassa. La rubrique société fait un gros plan sur cette clinique de renom qui fête ses 40 ans. Dans la rubrique santé, tout sur la fécondation in vitro, une alternative à la stérilité du couple. La fondation Robert Fiadoué n'est pas en reste et nous ouvre ses portes. Toutes vos rubriques habituelles sont au rendez-vous. Revivez bien évidemment les 5 ans de Dagan Magazine, célébrés le samedi 30 mars dernier et toute l'actualité du 8 mars. Dans la rubrique Actu, Dagan Magazine est disponible dans tous les supermarchés Ranco, la Samaritaine, dans toutes les librairies de la place, à Claire Optique, à Cristal Optique, au prix de 1000 francs. Retrouvez plein d'autres points de vente sur nos réseaux sociaux. Dagan, le magazine qui fait des avis de vrais Dagan. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi sur Victoire FM. Retour en studio avec notre invité, M. Kanka Malik Nachaba, délégué du mouvement des jeunes du Parti Union pour la République. Et nous étions en train d'évoquer cette situation ailleurs. Comme on a dit, le président du Conseil est issu des députés, mais vous dites qu'au Togo, avec le nombre que UNIR a aujourd'hui à l'Assemblée nationale, pas question de s'inquiéter. Non, je disais que si, la question c'est de se dire que il faut que le président du Conseil soit le reflet de la majorité et de l'adhésion populaire. Le président du Conseil pressenti, étant le leader de ce parti-là qui a obtenu une large majorité, puisque nous l'admettons tous, cette question de représenter l'adhésion populaire est clairement exprimée par les populations. Et donc, nous invitons les uns les autres à être confortables par rapport à cela. Et je le dis que le test constitutionnel n'exclut pas que le leader du parti qui sera désigné dans l'avenir président du Conseil soit un élu. Ce n'est pas que c'est interdit. Disons que la situation d'aujourd'hui, ce n'est pas celle-là, mais dans un avenir, c'est quelque chose qui est parfaitement possible. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureux au niveau du Parti uni d'avoir fait tout pour avoir cette 5e République dans laquelle nous nous trouvons depuis le 6 mai dernier? Un heureux aboutissement pour vous, un pari gagné, malgré le tollé que ça suscite?
Je l'ai dit au début de cette émission, le travail et l'intérêt général sont au cœur de l'action du Parti UNIR. Et dans ce cadre-là, la réforme constitutionnelle a été engagée, pas seulement d'ailleurs par les membres du Parti UNIR. On se rappelle, la proposition venait de divers horizons qui ont accepté, qui ont voulu proposer cette réforme-là à l'Assemblée nationale. Et c'est une réforme parlementaire, une initiative parlementaire qui est venue et qui a abouti, donc qui est l'expression des députés qui sont les élus du peuple. Et donc c'est ce qui s'est passé et c'est une réforme qui a suscité des discussions. Vous avez parlé de tollé, je voudrais moi parler des discussions parce que dans ces discussions-là, on a eu des opinions qui se sont exprimées en faveur pour expliquer, pour adhérer à ce changement. Et évidemment, on est dans un monde où il y a plusieurs opinions. Il y a eu d'autres opinions qui n'étaient pas dans cette direction-là. Et aujourd'hui, le peuple s'est exprimé, si je puis dire, dans le cadre des élections législatives qui ont suivi, puisque cette nouvelle constitution a été au cœur de la campagne. Pas forcément parce que le Parti UNIR l'a voulu, mais parce que c'est cela qui s'est produit. Et la population, je pense, dans son choix, a clarifié les choses. Et aujourd'hui, nous devons et nous espérons et nous voulons être dans l'après, dans la mise en œuvre des institutions. Parce qu'aujourd'hui, voilà les institutions. Vous pensez que la population a clairement saisi cette nouvelle constitution, toutes les dispositions? Elle en a saisi l'intérêt. Elle en a saisi l'intérêt et il y aura, dans cette phase de mise en œuvre, il ne faut pas considérer que les choses sont totalement saisies ou appréhendées. Il faut, et c'est ce qui va être fait avec le nouveau gouvernement, poursuivre la pédagogie, poursuivre l'appropriation, poursuivre les échanges. On l'a vu tout à l'heure, on parle souvent des institutions politiques, le président du Conseil, le président de la République, qui, à la limite, parfois, dans les détails techniques, ça sera des questions de juristes, des questions de politique. Mais les aspects judiciaires, les aspects droits de l'homme, les aspects, vous avez parlé de la régulation des médias, tous ces aspects-là méritent qu'il y ait des discussions, notamment avec les professionnels de chaque secteur, les forces vives de la nation, que les uns et les autres comprennent les impacts pour eux de la mise en œuvre des institutions-là. Et je pense que le nouveau gouvernement va mettre un accent très fort sur cet aspect d'appropriation, appropriation collective. Et cela passe par le dialogue et la concertation. Donc il y aura encore des éléments de dialogue et de concertation qui vont continuer dans le cadre de la mise en œuvre de ces institutions-là, avec beaucoup d'humilité pour pouvoir justement avoir des propositions pour améliorer la mise en œuvre, pour pouvoir améliorer comment on peut mettre cela en œuvre ensemble. Parce que plus il y aura cette appropriation, plus nous réussirons ce pari-là. Des nouvelles manifestations des OSC soutenues cette fois-ci par les universités du Togo le 30 juin prochain à Lomé pour dire non à cette 5e République. Comment vous l'entrevoyez au niveau de l'UNI? Avec beaucoup de sérénité. Même si nous considérons que il serait plus pertinent d'être force de proposition et d'avoir aujourd'hui dans la dynamique des institutions qui sont en train de s'installer, de faire œuvre utile en faisant des propositions. Et nous n'aurions pas forcément choisi cette voie-là qui n'est peut-être pas la voie du dialogue, de la concertation ou la voie de l'apport à l'œuvre commune que nous sommes en train de faire. Nous pensons que si il s'agit d'avoir des débats sur le fond des institutions, les uns et les autres sont disponibles pour ces débats-là et il n'y a pas de raison pour que on considère que pour cela il faut en quelque sorte aller vers la voie qui est en train d'être empruntée par nos compatriotes. Et les universitaires aussi ont exprimé clairement leur position. Je dirais que cette fois-ci c'est l'heure de se prononcer sur la situation au Togo parce que comme quoi on est dans un chaos, vous avez échoué mais vous avez pris le lit aujourd'hui, vous voulez qu'on vous donne encore une chambre. C'est un peu dommage que en toute responsabilité
qu'on ait à un certain niveau, un niveau qui est le leur, qu'on ait ce type d'analyse qui est en général fait sans apporter d'éléments particuliers pour soutenir ça. Il suffit de faire des affirmations. On a échoué, on a fait ceci, on a fait cela. Ça serait bien qu'on aille sur le fond des sujets et qu'on puisse appréhender cela. Et moi, je suis tout à fait ouvert à ce que les uns et les autres puissent contribuer à l'amélioration de notre vivre ensemble. Mais ce n'est pas en jetant des invectives ou en stigmatisant les uns et les autres qu'on va y arriver. Et aussi, en tant que responsable, on pourrait leur opposer plusieurs occasions sur lesquelles leur expression n'a pas été très vive, sur lesquelles leur apport n'a pas été très fort. Et je voudrais finir en disant que il y a des universités, pas les universitaires, parce que les universitaires, c'est comme si il y avait un mouvement d'ensemble dans ce sens-là. Il y a des universitaires, et d'ailleurs, je pense que c'est des citoyens, ils agissent en tant que citoyens plutôt qu'en gardiens de la science, puisque être universitaire, je pense que c'est quand même autre chose que cela. Ok. On va permettre à ceux-là qui nous suivent de réagir sur le 92 02 80 63 99 70 70 90. Vos questions à notre invité, Monsieur Malik Kankan Nachaba. On prend Roger qui est en ligne pour nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Roger. Oui, j'appelle de Logopé. Oui, Logopé. Ce que moi j'aimerais donner comme conseil à ceux qui amènent à faire de 5e quoi là, je ne connais pas là. S'ils veulent la paix, ils n'ont qu'à oublier à faire de 5e quoi là. Ils n'ont qu'à oublier ça. Pendant des années, on ne sait pas ce qu'ils nous ont fait dans ce pays. Ils continuent par changer des constitutions de jour en jour. Ils n'ont qu'à oublier ça. Même M. Malik qui est là-bas, là, lui-même, il n'est pas content de ce genre de 5e constitution. Même, il ne maîtrise même pas ça. Donc, ils n'ont qu'à oublier. Et pour que nous soyons en paix au Togo ici, ils n'ont qu'à oublier à faire de 5e constitution là. Ok. Bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur. C'est Roger depuis Logopé. Monsieur Gado, bonjour. Allô, bonjour Jidas. Bonjour, monsieur Gado. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Gado. Bon, vous savez, les Togolais se sentent mal dans le pays. C'est comme ils sont abandonnés. Est-ce que réellement les Togolais sont avec vous dans cette 5e République? Regardez le marché. Les choses coûtent cher, même le simple maïs. Alors que ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui étaient avec Yadima. Comment Yadima fait le maïs n'a jamais été atteint 1000 francs. 350, 500. Et faites quelque chose. Ce n'est pas la 5e République qui nous préoccupe. Monsieur, bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur Gado. Derrière vous, c'est monsieur Ali. Bonjour, monsieur Ali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct. Vous recevez notre invité à quel titre? Ministre ou délégué de l'UNI? Il est délégué de MJ et il parle aussi au nom du parti Union pour la République. Une procédure de révision est différente de procédure de changement. Et eux-mêmes, ce qu'ils ont initié, n'arrivent pas à expliquer. La Constitution 4e République permet une révision. Eux, ils ont utilisé cette révision pour changer toute la Constitution. Nous disons qu'ils ont fait un coup d'État constitutionnel, ne veulent pas comprendre. Ils font faux usage de faux, imposent tout au pays. C'est eux qui détruisent ce pays avec Sonia Tombé. Il faut être clair avec la Cour constitutionnelle comme complice et procureur qui doit réagir. Ils sont complices. Je lui ai posé la question de nous parler de révision et changement. La différence, ils n'arrivent pas à faire ça. Ok. Bonjour, merci beaucoup à vous, monsieur Ali. Godson, bonjour. Bonjour. Bonjour, Godson. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous êtes en direct, on vous reçoit. Oui, bonjour, monsieur l'invité. Bonjour, monsieur. Oui, actuellement, je vois que nous sommes dans un capote, un désordre total dans le pays. Actuellement, nous sommes concrètement en quelle constitution? Nous utilisons quelle constitution actuellement en vigueur? Pourquoi je dis ça? Parce que pour la nomination du chef d'état-major général de l'autre fois, le décret a été pris sous la 5e République. Mais c'est Fort qui a signé le décret. Donc il a signé en tant que qui? Président du Conseil des ministres ou président de la République en cours. Ok, bon. Maintenant,
pour la 5e République là, est-ce que vous allez encore nous bombarder les oreilles que sous le leadership, sous la vision éclairée, sous tant de forts, parce que vous nous avez dit que le pouvoir est maintenant consacré dans les mains des députés. Et pour finir, monsieur, on nous a toujours dit que la jeunesse est au cœur de la politique de fort. Mais lui-même, monsieur Kanka, il est actuellement en chômage. Chaque fois qu'il est nommé à un poste, quelques mois après, il est sauté comme un bébé qu'on jette. Et on ramène toujours les vieux retraités, les vieux mourants, et qui sont toujours là. Maintenant, leur politique de la jeunesse, là, c'est quoi? Comment ils font ça? Ok. Merci beaucoup à vous, Golson. Derrière vous, on prend le dernier, c'est Apollinaire. Bonjour, Apollinaire. Oui, bonjour, grâce au chien d'État. Oui, comment vous allez? Ça ne va pas, hein. Parce que ce matin-là, je n'ai rien mangé. Même un franc là, je n'ai pas déposé à la maison avant de passer. Mais j'espère que ce n'est pas pour M. Marek aussi. M. Marek, bonjour. Bonjour, M. Apollinaire. Ah, ok. S'il vous plaît, j'aimerais vous inviter le dimanche à Bekondévi de venir écouter la population, quoi. S'il vous plaît, si vous avez un peu de temps, vous pouvez passer là-bas pour écouter le corps de population. Je vous disais que les jeunesses dans le corps des enfants nationaux. Et j'aimerais vous poser une question. Pourquoi le ministre est devenu député, président de l'Assemblée nationale? Si on a besoin de dossier maintenant à la ministère de l'urbanisme national, c'est peut signer ça. Merci. Ok, merci beaucoup à vous, Apollinaire. On va aller rapidement avec les préoccupations pour M. Gado. Aujourd'hui, c'est le Togo traverse un malaise total avec la cherté de la vie. Le bord de maïs passé à plus de 1000 francs CFA, alors que nous sommes dans la 5e République. Au temps de l'ancien chef de l'État, les choses ne coûtaient pas plus cher comme aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la préoccupation réelle des Togolais, c'est la 5e République? Merci beaucoup. Cette question revient parfois. Mais je voudrais dire que ce n'est pas l'invité qui choisit le thème. Si on nous invite pour parler de la vie chère, nous le ferons. Je pense qu'il faut quand même qu'on nous donne ce crédit-là. Et on ne nous a pas invités pour parler de la vie chère et nous avons refusé de le faire. Parce que nous savons que c'est une réalité, mais aussi parce que nous pouvons énumérer, peut-être pas toutes, les actions qui sont menées pour contenir ce phénomène de la vie chère qui vient d'une inflation mondiale. Le Togo n'est pas un pays à part dans le système mondial. On sait aujourd'hui, ne serait-ce que si vous vous renseignez par exemple, si on prend les produits chez nous, les surfaces elles-mêmes ne sont plus de la même taille que ce qu'il disait du temps du président, du père de la nation, comme il le dit. Les rendements, parce que les sols sont parfois fatigués et donc les rendements ne sont plus les mêmes. Et parfois, on a aussi de la fuite de production à travers les pays voisins. Et sans parler des apports que le gouvernement fait pour renforcer les agriculteurs en termes d'engrais. Aujourd'hui, les engrais ne sont pas disponibles. On a vu par exemple qu'en Chine, le gouvernement chinois a décidé que tous les engrais phosphatés qui étaient produits chez eux allaient être réservés aux agriculteurs chinois. Ça va faire un manque à gagner ou un manque à acheter sur le marché mondial. Mais heureusement, notre pays ne connaîtra pas cette pénurie parce qu'on a prévu de l'engrais pour 2 campagnes agricoles dans notre pays, à un coût subventionné. Bon, c'est des choses qui existent, qui sont faites. On peut en parler, si vous m'invitez pour une émission, on pourra en parler sans aucune difficulté. Mais je comprends cette préoccupation de la vie chère que nous tous nous vivons. Il ne faut pas penser qu'il y a d'un côté les uns et d'un côté les autres. C'est une réalité que nous vivons tous. Ok, par rapport à M. Ali, par rapport à la révision, voilà. Le texte prévoyait la révision, mais vous avez pris ça pour faire quand même un changement de constitution. Et lui, il parle de véritable coup de force, ce que dénonçaient les OSC du Togo. Il revenait sur les conditions dans lesquelles ce changement de constitution a eu lieu. Je vais lui répondre, mais je pense que quand on est convaincu de quelque chose, même toute réponse n'est pas entendue. J'ai déjà répondu sur ce sujet en disant que la révision, entre la révision et le changement, c'est une question de profondeur de la révision.
la Constitution prévoit toujours les conditions de sa révision. Cette révision, si elle est profonde, si elle est un peu plus large, elle peut conduire à un changement de Constitution. C'est ce qui est prévu dans les textes et ce qui a été fait. Cela peut être vérifié un peu partout dans le monde. Ce n'est pas une invention. C'est une réalité et donc je pense que d'autres personnes plus outillées que moi ont eu à le dire. Maintenant, si on ne peut pas s'entendre là-dessus, il va me reposer la question la prochaine fois où je serai dans une émission, mais je comprends sa préoccupation, mais ça c'est, j'allais dire, ça c'est ma réponse et je pense que c'est la bonne réponse. Monsieur Godson, Monsieur Godson, demandait que bon, l'actuel chef de l'État général, le général Lahéré, a été nommé sous la 5e République par le chef de l'État. Il a fait en tant que président du Conseil ou bien en tant que président de la République? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Le président de la République a nommé le chef d'état-major général sous le régime de la 5e République. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la 5e République prévoit que les institutions, en attendant la mise en œuvre pleine de l'ensemble des institutions de la 5e République, que les institutions existantes puissent continuer à fonctionner avec l'ensemble de leurs prérogatives. Donc cela est tout à fait clair. La même Constitution qui va mettre en place le président du Conseil et le président de la République dans quelques mois, c'est elle qui l'autorise à nommer en gardant ses prérogatives. Donc c'est tout à fait dans les tests. Mais je pense qu'il y a une frange de gens qui parfois viennent sur les médias comme ça, qui ont des éléments de langage très précis, cafouillage, désordre, etc. Bon, on va pas les non, je ne dis pas que je ne dis pas que je leur tiens rigueur. Vous en chômage réellement, monsieur Malik Natchaba? Je suis délégué national du mouvement des jeunes unis et il faut que nos compatriotes commencent à aussi intégrer le fait que la fonction républicaine qu'on peut occuper dans un gouvernement est une fonction qu'on occupe pour un temps et ensuite on peut avoir d'autres fonctions dans le cadre du parti et d'autres contributions dans le cadre des activités que nous menons. Donc ce n'est pas une question de être en chômage ou ne pas être en chômage. L'essentiel c'est d'être utile à son pays. Voilà. Pour certains, vous serez encore de retour à la salle. Comme vous avez bien dirigé très temps. Nous sommes à la fin de cette émission, monsieur Malik. Juste un petit mot en guise de conclusion. Il y a une question de monsieur Apollinaire à laquelle je n'ai pas répondu. En disant qui signe, puisque le ministre de l'Urbanisme est devenu le président. Il ne faut pas qu'il s'inquiète du tout. Il y a des signatures par ordre, il y a la possibilité que le SG signe, il n'y a aucune difficulté administrative. Maintenant, le mot de la fin, je voudrais remercier les auditeurs pour l'attention. Je vous remercie pour l'invitation et je salue l'ensemble des auditeurs et en disant que nous allons poursuivre ensemble cet exercice de pédagogie, de sensibilisation pour pouvoir aller de manière cohérente, ordonnée et fluide vers les institutions de la 5e République. Je vous remercie. On vous remercie, vous qui avez fait le déplacement dans notre studio, M. Malik Natchaba, délégué du mouvement des jeunes du Parti Uni. C'est fini pour cette émission. Merci à Haïté Messan pour la mise en onde. Le direct est sur la page Facebook avec Andjoy à la réalisation, signature Claudia Gino. Portez-vous bien juste après moi, Eressine Kogo, la rédaction. Retour pour le journal en Neve. Bon